Bienvenue sur Lovelight, il est photographe, il est vidéaste, il est pilote de drone, il s'appelle Olivier Latuga-Douic. On le retrouve dans quelques instants pour voir tout son travail. Allez, c'est parti. C'est la rubrique invité. On retrouve Olivier Latuga-Douic. Olivier, salut. Salut. On va passer en revue tout ton travail, toutes tes œuvres. On voit que tu as beaucoup de cordes à ton arc. Pour compléter le plateau, on a quand même plein d'autres personnes. On a bien sûr Laurent de Leica, puisque Olivier, tu travailles essentiellement avec du Leica. C'est ça. On aura l'occasion d'en parler juste après. On a également Magali sur le plateau. Salut Alex. Qui va pouvoir intervenir. Bonjour. Bonjour, Et Magali. puis, on a d'autres Albans incontournables, toujours là. OK. Alors, Olivier, je te propose de commencer dans le vif du sujet. Avant de commencer un petit peu à détailler ton travail, tu es aujourd'hui photographe, tu es vidéaste, tu réalises aussi des films avec un drone. Tu élèves des drones, j'allais dire. Tu élèves des drones, oui, c'est ça. C'est joli, tu élèves des drones. Oui, bah oui. C'est bien, c'est beau. Ça a commencé, alors, si j'ai bien compris, bon, ça fait très longtemps aussi que tu fais de la photo, mais c'est d'abord une aventure humaine, en fait, qui t'a amené à utiliser de la photo, puisque tu as décidé un beau jour de dire « je pars en voyage ». C'est un petit peu ça. Donc j'étais à la fac en biologie, géologie. C'était ce que je voulais faire depuis que j'étais tout petit. Et je suis arrivé à la fac. Au bout de 6 mois, je voulais repartir. Ok. Et, Cela fait nombreux d'entre... Oui. ouais. Et j'avais un oncle donc, qui était journaliste de voyage. Et je me suis dit que c'était quand même assez chouette. Donc voilà, je ne pouvais pas rentrer dans une formation de journalisme à l'école à l'époque, parce que on ne pouvait pas rentrer sans avoir fait une licence. C'était il y a 15 ans. Donc j'ai regardé, j'ai étudié et je suis parti sur la photo. Et du coup, tu as commencé à faire tes premiers shoots, entre guillemets, avec une image qu'on voit à l'écran. Ça, c'est ça, hein, on est d'accord, c'est lors d'un de tes premiers voyages. Tout à fait. Et tu nous parles un petit peu de cette photo qui représente un... Alors c'est qui? C'est où? C'est comment? Alors, c'est à Tenerife en 2009. Et bon, j'aime beaucoup cette photo parce que dans les voyages, je finis toujours par me retrouver sur un bateau, en général petit, et quelque part. Et après, c'est cette photo-là qui m'a donné envie de continuer, en fait. Donc on voit la photo à l'écran. Cette photo, elle a été prise... En fait, tu es assis, tu es juste devant lui. C'est ça. Ok. C'est une barque qui fait 4-5 mètres, pas plus. D'accord. Qu'est-ce que tu voulais essayer de dégager sur cette photo? Il rejoue le vieil homme et la mer tous les matins, en fait. C'est assez incroyable. Et tous les matins, il part, il tente sa chance. Et là, il est 5 heures du matin, il cherche ses nasses. Je trouve que la lumière était assez belle. Ouais, incroyable. De vouloir rendre des anonymes visibles, en fait, c'est ça. la possibilité. C'est plein de petits moments, en fait, qui sont pas forcément importants, mais qui finissent par donner quelque chose, en fait. Ouais. Et cette photo-là, donc c'était de l'argentique, encore à l'époque, donc en 2009, ouais, j'ai travaillé en argentique. D'accord. Développé toi-même Ouais, c'est une photo que j'ai développée moi-même. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des petites cicatrices un peu partout, c'est parce que j'étais pas très bon tireur. Oui, c'est le début. C'est ce qui donne le charme aussi Bien sûr. C'est aussi pour ça que j'aime bien à la cette photo. Ouais. Ouais, voilà. Bien sûr. Donc tu fais ton voyage, tu vas loin en plus, tu traverses l'océan. Ouais. Et bon, pour X raisons, tu arrives au bout de ton périple pour retourner au Canada. C'est ça, j'étais parti pour faire un tour du monde en stop. Donc j'ai fait plein de stops jusqu'au Nicaragua où ça s'est arrêté un peu soudainement. Et donc je suis parti, j'ai fait une dernière étape au Québec pour voir mon oncle. Et après, je suis retourné en France. Ensuite, tu es revenu en France et là, du coup, tu t'es dit, bon, il faut que je sois photographe. Enfin, je vais essayer de faire des boulots, si je dis pas de bêtises. Alors, j'avais plus de matériel. Ouais. Donc c'était compliqué. Donc j'ai travaillé par-ci, par-là. J'ai fait une petite année dans le cinéma en tant que régisseur. J'ai fait d'autres boulots qui étaient moins importants, mais... Alors on continue à voir ton travail. Là, on a une photo de monument.
d'architecture en fait, mais qui est un peu particulière puisque là tu as utilisé une technique de time blending. C'est ça. Alors explique-nous un petit peu le principe du time blending parce que c'est quelque chose qui est assez méconnu. C'est pas du HDR. C'est pas du HDR. Donc tu nous expliques un petit peu cette technique? L'idée, en fait, c'est de prendre une série de photos. Donc, on est sur pied, on est posé, ça dure un certain temps. Et Il faut bien expliquer le certain temps. 2 heures, en général, entre 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures, pas plus. Voilà. Le minimum que j'ai fait, c'était 1 heure, 1 heure et demie, 1 heure et quart en hiver, mais voilà. Mais je précise juste que cette photo-là, c'est un aboutissement, comment dire, c'est très récent. Donc c'est vraiment un aboutissement de plusieurs années de photos, de plusieurs années de pratique. Bien sûr. Et donc c'était un essai, c'est voilà, voir ce que ça pouvait donner. Donc pour revenir au time blending, c'est vraiment l'accumulation de différentes photos prises au même endroit, à différents moments. Et l'idée, c'est en post-production de choisir les meilleures partie de chaque photo pour former un composite, donc qui n'est pas un HDR, mais qui permet d'avoir le ciel tel qu'il faut, les éclairages publics en même temps que le coucher du soleil. Et voilà, Tu mélanges tout ça en fait. c'est ça. Et ce qui est important, c'est 2 personnes au même endroit avec le même appareil photo, les mêmes réglages, finiront par avoir 2 photos qui seront complètement différentes parce que nous, on aura des sensibilités complètement différentes. Bien sûr. Combien de temps pour réaliser une photo comme ça en post-prod, ouais. Alors, en post-production, Ouais. ça, c'est une demi-journée. Il a fallu enlever, parce que il y avait du monde partout, donc il a fallu enlever les gens, il a fallu trouver les bonnes lumières. La partie sélection aussi prend du temps. Beaucoup. Alors tu sais qu'il y a la photo d'un côté, mais on a discuté juste avant d'enregistrer, là, actuellement. Et ici, il faut savoir que, Olivier, tu fais tout, au Leica aussi, tu fais de la vidéo au Leica. J'avais jamais vu un kit comme ça, c'est incroyable. Alors qu'est-ce qu'on a dans ce kit-là? Il y a Le SL2, Il y a le SL2, Ouais. il y a le 24-90. Ouais. Et donc l'idée, moi je suis d'abord photographe, hein, mais l'idée c'était aussi de montrer qu'on peut faire de la vidéo et on peut l'accessoiriser pour travailler en production. pourquoi tu n'as pas pris, comme tout le monde, un Canon R5? Il correspondait pas à mes Non exigences. mais vas-y, raconte-moi, dis-moi pourquoi. Dis-moi pourquoi tu me l'as dit juste avant, dis-moi pourquoi en fait. En fait, Il y a trop de boutons. Tu résumes? non, en fait, voilà, j'avais un XT3, un Fujifilm XT3, j'étais très content, mais j'étais amené à travailler dans des environnements un peu rudes, avec beaucoup de poussière, très sombres aussi. Donc je sais que j'avais besoin d'un plein format, j'avais besoin de changer de matériel. J'avais besoin de faire de la 4K, 60 images par seconde, pour faire des ralentis. Et donc voilà, j'avais un cahier des charges un peu particulier. À l'époque, c'était en 2021, il n'y avait pas beaucoup d'appareils qui faisaient de la 4K en 60 images par seconde, qui étaient tropicalisés, voilà, etc., etc. Donc on dit bien 4K en 60p, d'accord? On avait tous le faisaient de la 4K, quasiment, mais en Bien 60p, il y en avait très peu qui le faisaient. En 60p, il y en avait 3, 4, 5, pas plus. Il y avait le Panasonic, il y avait le Leica SL2, il y avait le R5 de chez Canon. Qui venait de sortir, mais qui chauffait à mort. Voilà. Et donc j'étais pas serein avec le fait que le R5 chauffait. J'avais beaucoup apprécié le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de boutons sur le XT3. Il y avait 3 molettes. Avec ces 3 molettes-là, on faisait tout. Tu retrouvais ça sur le Leica. Et c'est ça, en fait, sur les autres marques, il y avait trop de boutons partout. Et sur le Leica, il y a quelques boutons. En tout, il y a 2 molettes et 8 boutons qui sont discrets. Et on fait tout avec. Et tu sais quoi, mieux que des mots, voici une démo. Tu nous as ramené un film, c'est un film que tu as fait à Lyon, c'est ça Alex? C'est ça, sur Lyon. Et on va voir quelques images, je pense, mais on va les commenter. Voilà, c'est parti.
C'est magnifique. On va voir d'autres images un petit peu après derrière, parce qu'il faut qu'on avance aussi un petit peu. Alors justement, on a vu dans ce film, il y a aussi des photos, des images de drones, puisque tu es aussi pilote de drone. On a à l'image aussi une photo justement qui a été réalisée avec le drone. Comment tu rebondis bien, toi? On a ton drone sur le plateau là. On va faire quand même un petit rappel à ceux qui font de la photo. Alors d'abord, le drone que tu utilises, c'est quoi? Quel modèle? C'est un Mavic 3 Ciné. C'est un Mavic 3 Ciné. Donc la particularité de celui-là, c'est l'optique justement Ciné parce qu'il a un disque dur interne de 1 Tera d'accord. Et qu'on peut enregistrer en Apple ProRes. D'accord. Ah oui, quand même. Donc après, tu fais toute la colorimétrie que tu veux derrière sans aucun problème. Et on rappelle, mon petit Alex, que quand on a un drone aussi, tu es pilote professionnel des drones. Ça veut dire que ton drone, il est immatriculé, que tu fais tes demandes. Et c'est pour ça qu'on peut faire des belles photos ici, une demi-heure avant le coucher du soleil. Voilà. Oui, on rappelle effectivement qu'il y a... Non, mais on ne veut pas n'importe N'envoyez pas vos drones n'importe comment, à n'importe quelle heure et n'importe où. Voilà. On continue à passer en revue ton travail. Donc là, on est sur du paysage. Tu nous racontes un petit peu l'histoire de cette photo? Oui, je voudrais bien savoir. Et tout le monde dit, et à juste titre, qu'il ne faut pas prendre des images en pleine journée à midi ou 14h. Elle a été prise à 13h30. Ah, d'accord. Il y a eu un passage nuageux et voilà, qui a bloqué complètement la lumière, juste qui a laissé une trouée. Et j'ai lancé le drone à ce moment-là. Et tu Voilà, t'es servi de ça? Je me serais fait avoir là. Ouais, Ouais, aussi. puis l'œil est vraiment attiré par Aussi. le chemin et la lumière qu'il y a au bout. Là, c'est très, très, Oui. C'est où ça? C'est à quel endroit? À côté de Chamonix. À côté de Chamonix. Ouais, d'accord. Donc c'est la continuité de la mer de glace en fait. C'est pas loin, mais c'est pas la Pas même. loin. Oui, c'est pas la mer. Pas loin. En tout cas, c'est la coulée du glacier. C'est la coulée du glacier. On passe à la photo suivante. Là, on sait que tu aimes faire du monument, l'architecture. Là, on est où? On sait que tu as fait du monument. Alors, écoute, en plus d'être vidéo, photo, construis. drone, je construis aussi vos monuments, bien sûr. Là, c'est où ça? Ça, c'est l'Hôtel Dieu de Lyon. Ouais, ok. Alors cette photo, c'est quoi comme histoire? Pareil, c'est du time blending. Ah, on est encore dans le time blending. C'est ça. En fait, c'est pas possible d'avoir à la fois les éclairages publics Oui, et le coucher du soleil. bien sûr. En général, les éclairages publics sont programmés pour s'allumer après le coucher du soleil, dès la nuit tombée. Et donc voilà, le time blending permet d'avoir vraiment toutes les lumières au même moment. Ok. Ça, c'est une photo de commande ou c'est une photo pour toi? Non, ça fait une photo pour moi. Je voulais m'essayer au time blending et donc c'est la première photo. Mais tu as bien fait parce que c'est vraiment Ouais, c'est chouette. impressionnant. Ouais, très très beau. Alors, on va recentrer un peu le débat sur la marque Leica. Et on arrive sur une photo où finalement c'est une photo de test que tu as voulu faire. Du tout. Ça, c'est une photo de commande. C'est génial. À chaque fois, je Alors, dis, Bien On va tenté. recentrer le débat sur le port des lunettes. Quel type de monture de lunettes faut-il choisir? C'est le grand débat maintenant. C'était énorme. Grâce à cette photo. C'était énorme. Alors, qu'est-ce que tu as utilisé là comme focale? L'émission extrêmement bien préparée. Ouais. Voilà. Le 24-90. En fait, j'ai deux objectifs. C'est le 24-90 et le 16-35. Tout ce qui D'accord. est architecture, je le fais au 16-35, évidemment. Et tout ce qui est... et tout le reste, je le fais au 24-90. Tu n'es pas en focale fixe? Non. Ok. Ben, comme quoi, hein, c'est la preuve qu'on n'est pas Non, obligé Et non, tu sais pourquoi? Ouais. Parce que les mecs comme nous qui faisons de la photo et de la de vidéo. on veut aller très vite. Si on se dit, tiens, je Eh vais oui. faire un petit bout de vidéo, que je suis obligé de changer mon truc, c'est ça. C'est ça. Et toujours pareil, je travaille pas mal en industrie. Mhm. Et les milieux sont très contraints, très poussiéreux, Enfin, Ouais, ça serait dangereux à chaque fois À chaque fois de changer. Et c'est juste, j'ai pas le temps et c'est pas possible. La chaîne de production va pas s'arrêter parce que j'ai besoin de changer d'objectif. Donc, j'ai besoin d'être rapide. Ok. Laurent, Alors, si je peux faire un aparté Justement. optique, justement, on a des clients comme Olivier, mais on a aussi des clients professionnels du portrait, dont un MOF qui travaille au SL2 et qui, quand il a utilisé le 24-90 pour la première fois, venant de Canon sur les cités, a dit « c'est dingue, j'ai un zoom qui me donne le rendu de mes optiques fixes chez Canon ». incroyable. Alors ça, c'est le handicap, c'est qu'il est lourd et encombrant, mais c'est une optique de dingue. C'est un des meilleurs zooms qu'on ait jamais fait de notre histoire. Avec une ouverture à combien?
Pas extraordinaire, 3,5, 2,8, 4,5 2,8,4. ou 4. 2,8,4. Oui, Tac, donc, oui, c'est ça. Il a 2,8 quand tu es Ouverture variable. 24. voilà. Et dès que tu arrives jusqu'à 80, tu as 2,8, c'est ça 90. Et à 90, tu passes à 4,5. Non, c'est plus graduel. graduel, À c'est 50, ça. on doit être à 3, D'accord. 3,2. On va enchaîner sur la photo suivante. Ça a été pris avec quelle optique? Toujours la même? Ça, c'était au 16. Au 16. Au 16 mm. Ah, voilà. Là, on en a. C'est à quel endroit, là? Ça, c'est l'hôtel de ville. En fait, j'étais pour mon film sur Lyon, Mhm. sur la ville de Lyon. J'ai demandé l'autorisation à la mairie de Lyon de tourner à l'intérieur de l'hôtel de ville. D'accord. Ils m'ont donné l'autorisation, très gentiment. Et donc, voilà, j'ai eu accès aux différentes salles. J'ai pas eu le temps de faire plus de photos. Malheureusement, j'ai été concentré sur le film. Voilà, le matériel était lourd. J'étais avec le Ronin, l'Atomos sur le Ronin. Donc, c'était un setup un peu lourd. Mais voilà, la salle est tellement belle que j'ai quand même réussi. J'ai posé le Ronin. Donc, c'est vraiment une photo qui a été faite sur le Ronin, au sol, D'accord. directement. OK. Et là, en termes de post-production, bon, il y en a un petit peu, forcément. Il y en a un petit peu. Il y en a un petit peu, mais c'est vrai qu'on a une douceur. Et avec du 16 mm. En fait, j'ai fait un bracketing. Ah, voilà. Toujours pareil, j'aime pas bien le HDR, donc c'est pas du HDR. Mhm. Mais le bracketing me permet d'avoir une plus grande latitude de travail. J'ai une petite question parce que tu utilises des termes que moi je connais pas forcément. Ça veut dire quoi? Le bracketing. Le bracketing. Allez, vas-y. explique. C'est faire différentes photos à des ouvertures différentes. Ok. Donc, on a des Merci. photos plus ou moins exposées, Ouais, je toujours le comprends. même cadrage. Et puis ensuite, tu mélanges tout ça. Là, on est sur du portrait. Dans quel cadre? Au Mexique, lors d'un voyage récent. Oui. Et toujours pareil, l'idée c'était de montrer ce qu'on pouvait faire avec le Leica. Et donc on peut faire de la photo, en production, de la vidéo, mais on peut aussi le prendre en voyage et s'amuser avec. Ok. Là, par contre, photo absolument. Enfin, moi, personnellement, j'aime beaucoup cette photo. Pareil, tu nous expliques cette histoire. C'était un test. C'était un Très test. sincèrement, c'était juste un test. Tout Je voulais, voilà. Tu venais C'était pour déconner. En Ouais, il sort des mon super cher, photos, mais juste avec des tests. Déconner, Donc, un facile. test, ça veut dire que tu venais de recevoir une optique ou tu essayais comme ça? J'avais le SL2 depuis quelques mois. Oui. Et j'ai un ami qui s'est acheté une Royal Enfield. Ouais. Il me l'a C'était montré. une moto. Là, tu l'as retraité. Oui, c'est retraité en noir et blanc. C'est ça. Ok. Et alors là, on est sur Ah, toute là, ça la me plaît, ça. quintessence de la colorimétrie Leica. Parce que là, il faut quand même reconnaître que, enfin, moi, je trouve ça dingue. J'allais dire, on arrive à toucher non pas le macaron, mais la couleur. C'est-à-dire que c'était vraiment la toute première photo que je faisais pour tester le SL2. C'était un test pour la C'était déconne. un test. Elle Voilà. donne faim, du coup. Hein. Ouais, Oui. en plus, il donne faim. J'ai vraiment testé mon ancien appareil et le SL2 côte à côte, avec les mêmes réglages, les mêmes optiques, enfin la même focale. Et je voulais voir le rendu, parce que j'étais quand même très content du Fuji X-T3. Mhm. Avec le Fuji X-T3, j'ai jamais réussi à ravoir ces couleurs-là. Il y a pas sur cette photo-là, il n'y a pas de traitement. C'est brut de boîtier. Quand tu fais ce test-là, tu as toujours ton XT3 et tu testes celui-là ou tu as déjà acheté celui-là ou c'est en test et tu te dis j'achète pas. J'avais déjà acheté le SL2. Mhm. Chaud. T'es un jusque-boutiste. Bah, voilà. C'est une bonne prise de risque là. À ce propos, c'était pas si risqué que ça parce que j'avais déjà fait quelques tests en boutique avec le SL2. Il m'avait bien tapé dans l'œil. Le viseur est extraordinaire, les optiques sont extraordinaires, mais j'avais un doute sur la capacité à l'utiliser en production. C'est-à-dire que j'ai besoin d'un boîtier pour travailler, pour répondre aux demandes de mes clients. Bien sûr. Donc j'ai contacté des photographes, dont Frédéric Larrey, qui est photographe animalier. Très simplement, je lui ai demandé conseil. Et lui, voilà, sa réponse a été qu'il utilise le SL2 en permanence, sauf quand il a besoin d'utiliser des zooms à 800 mm, etc. Bien sûr. Mais sinon c'est son boîtier de prédilection. Mhm. Je trouve, Laurent, d'ailleurs, pardon. Non, excuse-moi. Je trouve que c'est vraiment très, très sympa parce que dans l'univers des photographes, je m'aperçois en côtoyant
un petit peu depuis quelque temps, que vous pouvez partager, échanger, conseiller. Il y a vraiment... Il y a une vraie bienveillance, oui, ouais, c'est vrai. ouais, je trouve. Il y a une vraie solidarité. C'est ça. Laurent, j'avais une question justement. Comment se répartissent les catégories de photos, enfin les catégories professionnelles des personnes qui ont fait l'acquisition d'un Leica, s'il fallait répartir entre le studio, alors l'animalier, Est-ce que tu arrives à... En fait, ouais, alors historiquement, c'est compliqué parce que historiquement, c'est vraiment le reportage. C'est le reportage. C'est-à-dire, c'est le news, le reportage de guerre, voilà. Donc, on a été vraiment, avec le M, lié à cette grande famille. Donc, Magnum, les agences et ces photographes de renom. Mythique, ouais. Mythiques. Par contre, l'arrivée du réflexe et le R ont fait que on a touché d'autres photographes. Un peu plus dans le mode, justement, peut-être illustration, paysage, pour la colorimétrie à l'époque, avec les Kodachrome, avec des pellicules mythiques. Oui. Exemple, Salgado, Douaneau, qui n'ont jamais travaillé au M, qui ont toujours travaillé qu'au R. C'est une fausse... Ouais, voilà. Et donc, c'était quand même un appareil qui était réputé parce que les optiques de R étaient magnifiques. Aujourd'hui, beaucoup de cinéastes, beaucoup de vidéastes utilisent des optiques R sur des boîtiers Sony, Canon ou autres, ou Arri, parce que les optiques R étaient extraordinaires, largement aussi bonnes que les optiques M. D'accord. Et puis, alors, à l'instant T, je dirais que on a, je pense, encore bien au moins 50% qui sont en reportage, en street, en news. Et puis, le Q2 nous a amené la news beaucoup. Le studio, c'est plutôt le mode de portrait. Pour les rendus, les modelés, toutes ces choses-là. On n'est pas trop, je pense, dans le milieu du studio, packshot, tout ça. Non. Pas trop. D'accord. On est vraiment, je dirais, illustration. Alors, Fred Larrey, lui, est un peu une exception parce que lui, il est arrivé chez Leica pareil parce qu'il a eu un coup de cœur pour le rendu. Et il a du moyen format, donc il a fait toute une série pour le Conservatoire du Littoral avec le moyen format en ULM, en avion, et il a fait toutes les côtes avec des images qui ont été tirées en 2 mètres par 3 et qui ont été mises, que vous avez peut-être vu à Paris ou ailleurs, sur les jardins du Luxembourg ou autres. Oui, double format pour avoir vraiment un grand tirage. Et il est resté, quand le SL2 est arrivé, il est passé au SL2, et aujourd'hui, c'est un des seuls qui utilise en production le SL2 sous l'eau, avec les optiques à peau. Il y a un caisson Subal qui a été développé pour ce boîtier et il est, alors qu'il était très Nikon parce qu'il n'y avait pas de caisson Leica, il a dit qu'il avait des rendus avec les optiques fixes à peau qu'il n'avait jamais eu avec les autres parce que le côté apochromatique lui amène un plus de la séparation du signal lumière qui est dingue. D'accord. Oui, c'est bien précisé. Le monde du sport n'est pas trop concerné. Non. Normal. Parce qu'on n'a pas trop de télé, on n'est pas les plus efficaces en autofocus. Oui, voilà, il y a des autres. Il y a une petite optique là qui est sur le. Alors, ça, je l'ai amené pour le plaisir, pour faire un peu aussi saliver les cadreurs, les gens de la vidéo comme Alban. Comme Olivier. Oui, aussi, et comme Olivier, oui, bien sûr. J'ai eu le plaisir de l'essayer. Voilà. Tu m'as dit. Tout à fait. Et en fait, on vient de faire le salon le micro-salon des réalisateurs et autres à Paris. Donc, on l'a pour pas longtemps. C'est une optique cinéma qui fait partie d'une gamme de cinéma parce qu'on est dans le cinéma depuis une petite dizaine d'années. D'accord. Et c'est des optiques qui servent vraiment dans le monde, qui sont souvent des optiques louées. Parce qu'elles existent en valise avec des sets d'une série de 7-8 optiques. C'est des optiques exceptionnelles en termes de qualité de fabrication et de rendu. Et beaucoup de grands réalisateurs hollywoodiens, depuis 5-6 ans, aiment travailler avec les Leica pour leur rendu. Ça veut dire que c'est la monture PL là-dessus? C'est la monture PL. Là, j'ai mis volontairement un adaptateur pour le SL. Ah, voilà. Donc, on peut utiliser ce genre d'optique sur un SL2. On a quelques clients qui travaillent en publicité, par exemple, François Rousseau, pour ne pas le citer, qui travaille avec des optiques de ce type-là ou des optiques M sur un SL2. D'accord. Juste pour rire, tu sais combien ça vaut? Non. Parce que la qualité a un prix, évidemment. Ouais. C'est 25 000 euros. Ouais, on est en général, on est entre 15 et 25, en fonction de la focale. Ok.
faut avoir un bon budget pour faire son film, c'est ça. Non, mais c'est des optiques que tu loues, voilà. Oui, c'est ça. Mais alors, rien qu'en France, il y a quelques loueurs qui doivent avoir les valises. Oui, il doit y en avoir un ou deux, pas Hein, plus, voilà, ou trois. pour pas les D'accord. citer, parce Ouais. qu'on peut pas. Bon, on s'en fout. Il y a Photorent, par Ouais, voilà. exemple, ou autres qui ont des On valises. peut citer, oui. Voilà. Euh, Mais c'est des optiques qui sont développées magnifique. vraiment de la même façon que nos optiques historiques, M et R, avec un jusque-boutiste sur le côté rampe au niveau de la mise au point, fluidité des diaphes, continuité du diaphe. Ouais, Enfin, c'est tout ça. ça, c'est Incroyable. optimal. Et Ouais, pour le follow focus. Ah, c'est magnifique. Ouais. voilà. Vu qu'on parlait vidéo, ça me paraissait important. Oui, oui, c'est Il faut faire important. le clin Poser d'œil maintenant. à Light Il faut le Ciné, poser. parce que du coup, ils ont gardé leur identité Lights. Voilà, c'est Ça ça. s'appelle Lights Ciné et non pas Leica. Ah, d'accord, on est resté. Moi, je suis très content parce qu'on accueille pour la première fois non pas un simple photographe, mais aussi un vidéaste, et qui utilise en plus toutes les technologies, y compris en pilotant des drones. Vers quoi tu souhaites aller aujourd'hui, Olivier? Est-ce que tu as des projets personnels? Est-ce que tu as Bon, on vient de voir ce projet personnel que tu as fait avec la ville de Lyon, enfin, sur Lyon. C'est quoi la suite? Continuer les voyages, continuer les films, les photos d'architecture et me perfectionner. Ouais. Ce que tu retrouves, souvent le mot voyage revient hein, chez toi. C'est vraiment c'est une aspiration vraiment personnelle. C'est fondateur. Donc pour moi, la photo m'a amené au voyage. Enfin, c'est pour voyager que j'ai commencé la photo. Et donc pour moi, la photo, c'est vraiment un outil qui permet le voyage, qui permet de rencontrer des gens, qui permet d'aller dans des endroits où je ne suis pas censé aller, d'apprendre des choses que je ne suis pas censé a priori apprendre. Donc pour moi, la photo, c'est avant tout un outil et un moyen d'expression. C'est un petit peu ce que j'essaye de faire à titre personnel, c'est que j'essaye d'être un couteau suisse et de proposer ça à mes clients, c'est-à-dire d'essayer de répondre au maximum à leurs demandes. Quand je peux pas, je passe la main, mais voilà, d'essayer d'y répondre au maximum. Et je trouve que le SL2 me permet ça. C'est un couteau suisse qui peut être adapté, qui est adaptable à tout et à peu près pour toutes les situations. Oui, parce que tu en es la preuve vivante, puisque toi, tu es sur le terrain et puis il faut produire, donc il faut que ça marche. Ok. On voit tes coordonnées qui s'affichent à l'écran pour ceux qui veulent aller voir ton travail ou tout simplement te contacter. Tu es basé dans la région de Lyon, mais je crois que tu tournes partout aussi. Je travaille partout. Oui, c'est ça. Il habite à Lyon, mais il ne travaille Il jamais. s'accroche à son drone et C'est puis ça. il arrive Il direct. y va. Bon, Olivier, merci en tout cas, un grand merci d'être venu sur le plateau. Laurent, merci de nous avoir fait découvrir aussi cet artiste. C'était important de pouvoir avoir des nouveaux talents qui viennent sur le plateau de Love Light. Mag, à très bientôt. Oui, merci. J'espère que tu as encore vu des nouvelles choses. Abonnez-vous à la chaîne Love Light si vous voulez continuer à suivre sans rater une seule des capsules. On a besoin d'abonnés, on est en train de créer une communauté. On vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Les commentaires nous prouvent qu'on est sur la bonne voie, la bonne route. On vous dit à très très vite pour de nouvelles aventures sur Love Light. Allez, ciao. Bisous.